Donc depuis 2 jours, je dis à Lucille que je vais introduire son topo en la qualifiant avec un terme d'anatomiste un petit peu ancien, qui correspond à la prédiction. En fait, l'anatomie, vous savez que ça a commencé par le dépeçage du gibier. Donc quand on dépeçait le gibier, chaque pièce du gibier avait une certaine valeur symbolique, éventuellement une valeur marchande. Pour les hommes aussi, on conservait la tête, on mangeait le cerveau. Donc dans certains comportements cannibales, il y avait un certain nombre de valeurs aux différents organes, ce qui a permis de décrire l'anatomie. Mais l'anatomie, ça a aussi, justement, à l'occasion du dépeçage du gibier, ça a permis de prédire des choses. Et donc, je vous présente, mais tout le monde la connaît, l'aruspice Houillel, qui va nous dire si les malformations cardiaques peuvent être décrites par des algorithmes. J'avais presque deviné. Tu avais presque deviné. Bon, donc, on va sonder les cœurs, effectivement. Et donc, comme Ségolène, moi aussi, qui suis tout sauf une férue des maths, j'ai été obligée de chercher la définition d'un algorithme. Et j'ai écouté un podcast de Claire Mathieu que j'ai dû écouter 2 fois pour bien comprendre, mais c'était passionnant. Et donc, la définition, c'est une suite d'instructions qui permettent de résoudre un problème complexe en le décomposant en briques d'assemblage, en building blocks, qui vont permettre de construire la solution adaptée au problème et efficace. Donc, quand on parle de building blocks, ça m'a fait penser immédiatement à cette phrase de Richard Van Prague qui dit que les segments cardiaques sont les building blocks anatomiques et développementaux dont sont faits tous les cœurs, normaux et anormaux. Et donc, c'est comme ça qu'il a développé l'analyse segmentaire que vous connaissez tous, avec les oreillettes, les ventricules, les gros vaisseaux dessinés de sa main, ce qui est assez émouvant. Et donc, cette analyse segmentaire, avec les 3 segments cardiaques principaux, les oreillettes, situs solitus, normal, situs inversus, à l'envers, et quand on ne sait pas, c'est ambigu, ce qui est un peu effectivement discutable. Les ventricules, 2 possibilités, en référence à la loupe, qui n'est pas vraiment la loupe, mais en tout cas, quand le ventricule de morphologie droite est à droite et le gauche à gauche, c'est D, et l'inverse, c'est L. Et puis les gros vaisseaux, où là c'est un peu plus compliqué, parce qu'il y a d'abord 2 possibilités. Soit ils sont en concordance ventriculo-artérielle, on dit qu'ils sont normaux-posés, et là c'est normal ou à l'envers. Et s'ils ne le sont pas, ils sont mal posés ou éventuellement transposés, et en fonction de la position de la valve aortique par rapport à la valve pulmonaire, on utilisera les lettres D, L et A pour antéro-postérieur. Et puis il y a quelque chose qui n'est pas dans l'analyse segmentaire, que les chirurgiens aiment bien avoir de temps en temps, c'est la position de l'aorte par rapport à l'artère pulmonaire dans le sens antéro-postérieur, qu'on peut donc rajouter antérieur, postérieur et côte à côte. Mais l'analyse segmentaire est-elle toujours applicable? Au niveau des oreillettes, oui, à condition quand même d'avoir une veine cave inférieure. Et si on n'a pas de veine cave inférieure, des veines sus-hépatiques latéralisées d'un côté du massif auriculaire. Et quand on n'a pas ça, c'est-à-dire qu'on a des veines sus-hépatiques qui sont de part et d'autre de la ligne médiane, c'est la notion de « on ne sait pas ». Donc là, c'est ambigus. Mais bien sûr, c'est une exception à la règle princeps de l'analyse segmentaire, qui est que chaque segment doit être défini par ses caractéristiques anatomiques propres et pas par les autres segments, par ses rapports avec les autres segments. Et c'est ainsi que Anderson réfute ce système de lettres en disant pour les oreillettes, c'est normal, à l'envers, ou bien c'est isomérisme droit, isomérisme gauche. Et on va y revenir tout à l'heure. Au niveau des ventricules, oui, ça s'applique, mais uniquement si on a 2 ventricules, évidemment. Donc l'exception, une des exceptions, c'est le ventricule droit à double entrée, où on n'a le plus souvent pas de cavité accessoire. Et même si on détermine, par défaut d'ailleurs, la morphologie du ventricule, on ne peut pas déterminer la loupe, puisqu'on n'a pas de septum. Alors si on imagine qu'il est là, prédiction qui est totalement infondée, on peut mettre la main gauche, le pouce dans la valve et les doigts dans l'aorte. Donc, main gauche sur ventricule droit, on dirait que c'est une L-loupe. Mais si on prend ça,
on fait exactement l'inverse. Bref, on n'en sait rien. Et au niveau des gros vaisseaux, oui, ça marche bien, sauf dans quelques rares malformations. Et la plus rare, c'est la malposition anatomiquement corrigée des gros vaisseaux ou concordance ventriculo-artérielle, VDAP, VG aorte, à vaisseaux parallèles. En situs solitus, ici, donc S, D, et après. Après, on est incapable de donner une lettre. Les vaisseaux sont en concordance ventriculo-artérielle. S, oui, mais à l'évidence, ils sont tous sauf normaux, ils ne se croisent pas, l'aorte est antérieure et gauche. On dirait donc L, mais ils ne sont pas mal posés. Enfin, ils ne sont pas au sens où ils sont au-dessus du bon ventricule. Donc l'analyse est souvent possible en termes d'analyse segmentaire, mais il y a des petits écueils. Le concept de building blocks a été appliqué aux segments du cœur eux-mêmes, enfin, segment par segment. Par exemple, au niveau, et ça c'est cet article d'Anderson en 2008, au niveau du ventricule droit et de la voie d'éjection du ventricule droit. Donc il a décomposé les éléments de la voie d'éjection du ventricule droit, la bande septale, le septum conal, à supposer qu'on puisse encore le déterminer, et puis le conus sous-pulmonaire, divisé un peu arbitrairement en ventricular infundibular fold et infundibulum sous-pulmonaire. Entre parenthèses, le septum membraneux, il n'est pas du tout en place sur le schéma. Et donc, tout ça pour conclure que quand ces building blocks sont disjoints, sont dissociés, on obtient une tétralogie de Fallot, c'est-à-dire que le septum conal n'est pas à sa place entre les deux branches du Y de la bande septale et que donc ça entraîne ce que vous connaissez, la sténose sous-pulmonaire et la dextroposition de l'aorte parce que le wedging ne serait pas achevé. Sauf que cette CIV, ce malalignement du septum conal, on la retrouve bien sûr dans la tétralogie de Fallot, avec une sténose sous-pulmonaire ici serrée, mais aussi dans la CIV de la voie d'éjection par malalignement antérieur du septum conal sans sténose sous-pulmonaire, et aussi dans les VDDI avec CIV sous-aortique, avec ou sans sténose sous-pulmonaire. Donc finalement, le déterminant serait peut-être la CIV de la voie d'éjection, et là, on peut construire des algorithmes analytiques, CIV de la voie d'éjection par malalignement du septum conal ou sans malalignement. S'il y a un malalignement, est-ce qu'il est antérieur ou postérieur? S'il est antérieur, est-ce qu'il y a un obstacle sous-pulmonaire, oui ou non? S'il y a un obstacle sous-pulmonaire ou pas, comment est positionnée l'aorte? À cheval ou entièrement ou de façon prédominante au-dessus du ventricule droit? Et là, vous avez les différentes malformations qui découlent de ces modifications de la CIV de la voie d'éjection. On peut aussi appliquer cette méthode d'analyse au ventricule droit à double issue, et c'est la classification de Lev qui date de 1954, c'est ancien et que vous connaissez. Les CIV, dans les VDDI, on peut dire qu'elles sont committed au vaisseau ou non committed, loin des vaisseaux. Si elles sont committed, elles sont forcément de la voie d'éjection, ça c'est une constatation anatomique, et elles sont sous-aortique, sous-pulmonaire ou doubly committed, donc vers les deux vaisseaux. Et puis si elles ne le sont pas, c'est tous les autres types de CIV, d'admission musculaire ou périmembraneuse. Mais on sait, toujours par l'observation des patients et des pièces anatomiques, qu'il y a des CIV qui sont à la fois committed et non committed. Celles qui sont des CIV confluentes, qui prennent toute la partie haute du septum en allant de l'arrière vers l'avant. Et là, vous avez l'exemple, donc ça c'est le septum du côté gauche, il n'y a pas de voie d'éjection dans le ventricule gauche. On a une mitrale, mais on a aussi la tricuspide qui straddle à partir du ventricule droit de l'autre côté. Et dans le ventricule droit, on a la tricuspide, mais on a aussi la mitrale qui est sous l'artère pulmonaire. Donc ces CIV confluentes ont dû être ajoutées secondairement à la nomenclature des CIV. Et donc l'intérêt de ce type d'analyse, c'est de nous pousser à réfléchir et de nous dire finalement, est-ce que tout est toujours comme on dit? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose? Par exemple, dans l'orientation du septum conal, on sait qu'il peut être dévié
enfin pas dévié, enfin droit, ou bien dévié en avant ou en arrière, et on a les sténoses sous-pulmonaires, le plus souvent quand la CIV est sous-aortique, le plus souvent quand la CIV est sous-pulmonaire. Et puis on a les CIV doubly-committed. Et là, on pensait auparavant que CIV doubly-committed, ça voulait dire forcément qu'il n'y avait pas de septum conal. Et donc le flux qui vient de la CIV va indifféremment dans les deux vaisseaux. Ça, c'est vrai. Le septum conal, il est là, il est tout petit, il est fibreux, c'est un reliquat fibreux où il ne s'est jamais formé, ça on ne sait pas. Mais en fait, on se rend compte qu'il y a des cœurs qui ont un septum conal, un vrai musculaire, et bien développé dans cette photo-là de l'article de Vera Aiello. Et ce septum conal, en fait, ce qui fait que la CIV doubly committed, c'est pas qu'il n'existe pas, c'est qu'il est au milieu de la CIV, comme là, et qu'il n'est pas relié à l'une ou l'autre des branches du Y de la bande septale, ce qui fait qu'il n'y a pas de commitment à l'un des deux vaisseaux. Et puis du coup, on s'est aussi rendu compte qu'on pouvait appliquer ça, que dans toute, quel que soit le morphotype du VDDI, on pouvait avoir un septum conal fibreux. Maintenant, pour rentrer un peu plus dans le vif du sujet, est-ce qu'on peut prédire? Est-ce qu'un segment, est-ce qu'un élément du cœur peut prédire la position des autres? Et donc, quelle cardiopathie va en résulter? Je vais vous donner deux exemples. On va reparler d'abord des ventricules droits à double issue. Première question, est-ce que la position des vaisseaux, et donc la position de l'aorte, puisque c'est elle qui est mal posée dans le VDDI, permet de prédire la localisation de la CIV? Vous connaissez la réponse, c'est non. On a longtemps dit, et j'ai encore trouvé ça écrit dans des papiers aussi récents qu'il y a une dizaine d'années, de 2013, que quand l'aorte était en arrière, la CIV était sous-aortique. Que quand l'aorte était en avant, c'était comme une transpo, la CIV était sous-pulmonaire. Quand ils étaient côte à côte, c'était aussi CIV sous-pulmonaire, c'est ce qu'on appelait le toxic Bing. En fait, non. On a pas mal d'exemples de VDDI avec CIV sous-pulmonaire, comme ici, la CIV de la voie d'éjection. Donc le flux va directement dans l'artère pulmonaire, le septum conal est inséré sur la branche postérieure du Y de la bande septale, ce qui commit le flux à l'artère pulmonaire, et pourtant l'aorte est très postérieure dans ce cœur. On a ici l'inverse, des vaisseaux côte à côte avec l'aorte qui est même un tout petit peu, enfin la valve qui est un petit peu antérieure, et le septum conal est inséré sur la branche antérieure du Y de la bande septale, l'artère pulmonaire est là, et le sang va directement dans l'aorte, CIV sous-aortique. Deuxième question, la localisation de la CIV peut-elle prédire le type de sténose de la voie d'éjection? Si la CIV est sous-aortique, l'obstacle est sous-pulmonaire. Si elle est sous-pulmonaire, l'obstacle va être sous-aortique. Quand ils sont côte à côte, ça dépend. En fait, tout ça, en tout cas ça, c'est vrai uniquement quand on a un malalignement du septum conal, et c'est les deux petites photos que je vous ai montrées tout à l'heure. Mais ce n'est pas toujours vrai, bien sûr. Quand il y a des exceptions, quand la CIV est sous-aortique, on peut avoir une sténose sous-aortique, et là, c'est le plus souvent comme dans cette pièce anatomique, ce spécimen, deux vaisseaux quasiment parallèles au-dessus du ventricule droit, l'aorte légèrement postérieure. La CIV, on la voit ici, est sous-aortique avec un long conus sous-aortique. Et ce conus sous-aortique qu'on voit ici dans le ventricule droit fait une espèce de pince avec le conus sous-pulmonaire qui se confond avec le septum conal, et on a un obstacle musculaire sous-aortique. À l'inverse, dans ce cœur qu'on a vu tout à l'heure avec le straddling bilatéral, et on n'a pas besoin de straddling bilatéral pour ça, mais ce sont des attaches de la mitrale, ici, qui vont créer l'obstacle sous-pulmonaire, alors que la CIV est sous-pulmonaire, avec d'ailleurs une aorte postérieure. Deuxième exemple, les isomérismes ou les hétérotaxies. Alors là, c'est vraiment l'exemple où on a utilisé des algorithmes pour décrire ces malformations complexes, avec l'idée du tout droit, l'isomérisme droit, les bronches, les poumons de morphologie droite, les muscles pectinés qui s'étendent sur toute la surface des oreillettes, et une asplénie. Et puis dans le cœur,
on a tout est droit, il n'y a pas de cavité gauche. Donc, on a une veine cave inférieure, on a 2 veines caves supérieures. Le retour veineux pulmonaire ne va pas au cœur, mais il va dans les veines systémiques. On a un CAV complet, on a un ventricule unique, le plus souvent de morphologie droite, et puis on a des vaisseaux qui sont mal posés ou transposés. Et puis le tout gauche, isomérisme bronchopulmonaire gauche, polysplénie, isomérisme gauche et muscle pectiné, pas de veine cave inférieure, ça c'est un organe droit. Donc retour à interruption de la veine cave inférieure, retour à zygose. Les veines pulmonaires, comme on est censé avoir 2 oreillettes gauches, elles vont soit dans les 2 oreillettes, soit elles sont normales à l'oreillette gauche. On a un CAV le plus souvent, mais il est plus souvent partiel. On a 2 ventricules et on a des vaisseaux normoposés. Or, des publications récentes démontrent qu'on a une discordance, par exemple, entre le situs des bronches et celui des auricules, dans 16 à 20% des cas. Et dans cette étude de Yim sur des patients, donc avec le problème qu'on ne peut pas analyser les muscles pectinés chez tous les patients, c'est déjà pas mal d'y arriver dans 85% des cas, on a des exceptions à ces algorithmes dans 21% des cas. Donc, j'ai déjà présenté, certains d'entre vous l'ont vu, cette étude sur les cœurs fœtaux qu'on a fait à Necker au sein de la collection anatomique fétale avec Bettina Bessière. Donc, on a récupéré 89 cœurs avec une hétérotaxie. Et l'intérêt des fœtus, c'est qu'on peut analyser absolument tout, c'est-à-dire les muscles pectinés, toute l'anatomie du cœur, mais aussi les bronches et les poumons, et puis les organes intra-abdominaux, parce que les fétopathes les décrivent. Le diagnostic, c'est la définition, c'est la disposition anormale des organes du thorax et de l'abdomen par rapport à l'axe gauche-droite. Mais on a utilisé les critères de Lean, qui datent de 2014, parce qu'en fait, l'hétérotaxie ne concerne évidemment pas que le cœur. Il concerne les poumons, les bronches et les organes intra-abdominaux. Et on sait qu'il y a des hétérotaxies sans anomalie cardiaque ou vasculaire. Même si c'est a priori pas trop fréquent, ça existe. Et si on analyse selon cet article de Yim en faisant des catégories où il reprend, enfin, en fait, il classe, parce qu'il faut bien, si on veut démontrer qu'il n'y a pas d'isomérisme, malheureusement, on est bien obligé au début de dire qu'il y en a. Et donc de classer les spécimens en fonction du type d'isomérisme. Et donc on distingue les isomérismes classiques, où on a isomérisme des muscles pectinés, les bronches, isomérisme bronchique, et asplénie ou polysplénie. Et puis après, on a les formes non classiques où il y a un des éléments qui est discordant et on a des éléments totalement discordants, muscles pectinés, bronches et rate, chez 12 patients, donc dans 14% des cas. Et si vous prenez le total des formes non classiques qui ne répondent pas aux algorithmes, c'est près de la moitié des cas. Alors qu'est-ce qui est discordant? Le plus, la rate est très discordante. On a par exemple dans les isomérismes gauche non classiques 6 asplénies. Et on a beaucoup de rates latéralisées. Ça, on le savait déjà, c'est vraiment pas un bon critère. Les muscles pectinés qui sont censés être la base de l'isomérisme, c'est-à-dire qu'il y a des études anatomiques qui disent que tous les cœurs avec isomérisme, avec hétérotaxie, ont un isomérisme des muscles pectinés. Dans l'isomérisme gauche non classique, on a 10 muscles pectinés latéralisés et même un isomérisme droit des muscles pectinés, etc., etc. Et les bronches qui sont comme ça, en apparence, très fiables, puisqu'il y a une seule exception. Quand on regarde les totalies discordantes, en fait, c'est les 3/4 qui sont des exceptions. Donc, la morphologie des bronches ne reflète pas celle des muscles pectinés dans plus d'un quart des cas, 29%, et les muscles pectinés dans cette cohorte sont latéralisés, c'est-à-dire sans isomérisme dans 18% des cas, ce qui suffit à conclure que l'hétérotaxie n'est pas synonyme d'isomérisme des muscles pectinés. Si on prend le tout droit et le tout gauche, là, les algorithmes, et qu'on regarde dans l'isomérisme droit, qui est censé être beaucoup plus robuste que le gauche, les veines systémiques,
dans les papiers, tous les isomérismes droits ont une absence de sinus coronaire. C'est vrai, sauf un cas. La VCI est toujours présente, oui, sauf un cas. Le retour veineux pulmonaire est anormal dans 3/4 des cas seulement. Et c'est toujours un RVPA total, ça c'est l'algorithme, sauf un cas. La jonction auriculo-ventriculaire, il y a toujours un CAV complet, oui, sauf un cas, etc., etc. La seule chose, c'est que les connexions ventriculo-artérielles, elles sont toujours anormales. Il n'y a pas de vaisseau norme-opposé dans l'isomérisme droit sur 89 cas. Quant à l'isomérisme gauche, c'est encore plus discordant, enfin ça répond encore moins à l'algorithme. En particulier, l'interruption de la veine cave inférieure et le retour à zygose, qui est censé être la hallmark de l'isomérisme gauche, bah, c'est seulement 35% des cas. Et on a un sinus coronaire uniquement dans la moitié des cas. Et le reste, on le sait, ça correspond plus ou moins à l'algorithme, mais avec des chiffres qui sont assez équivalents. Donc ça, d'accord, mais si maintenant on utilise ces algorithmes et on part des formes classiques d'isomérisme gauche au lieu de regarder les exceptions. Les formes classiques où on a isomérisme gauche et muscle-pectiné, des bronches et polysplénie. Il y en a 30. Déjà, on regarde dans le sens du flux combien ont une interruption de la veine cave inférieure. Ben, il n'y en a que 12. Donc après, parmi ces 12, on regarde combien ont un sinus coronaire. Il n'y en a que 2. Si bien qu'on arrive à 1, quand on décline toutes les caractéristiques de l'algorithme, un seul qui y répond dans les formes classiques. Si on se dit que sinus coronaire, ce n'est pas possible, on arrive trop vite à des chiffres minuscules, on ne s'occupe pas du sinus coronaire, on va décliner le reste, on arrive quand même à un fœtus concordant avec l'algorithme. Et pour l'isomérisme droit qui est censé être plus robuste, bah, ce n'est pas tellement mieux, puisque sur 17, on en a 4 seulement qui répondent aux critères. Donc ça confirme ce que disait Richard Van Prague en 90 déjà, Richard et Stella Van Prague, c'est-à-dire que l'isomérisme est un concept totalement erroné, c'est qu'un moyen mnémotechnique, mais en fait qui ne nous aide pas. On parle d'hétérotaxie, et l'hétérotaxie est par essence non binaire. C'est une combinaison des anomalies droite et gauche. C'est la disharmonie entre le situs des bronches, des organes intra-abdominaux et des auricules. Et si bien qu'on revient à l'analyse, il faut analyser chaque patient individuellement, chaque organe et chaque segment du cœur individuellement, de même que les connexions veineuses. Et on avait répondu à Bob Anderson, dont la croisade actuelle est de supprimer le terme d'hétérotaxie pour le remplacer par isomérisme, droit et gauche. Et non, l'hétérotaxie a toujours de beaux jours devant elle. Donc en conclusion, les algorithmes, est-ce qu'on peut décrire les cardiopathies congénitales comme des algorithmes? Oui, on peut les décrire sur le plan analytique. Ça nous aide à être précis, ça nous aide à être rigoureux. Et on analyse segment par segment, on le fait depuis très longtemps quand on fait tous les examens qu'on a, écho, etc. Et ça a aussi un but didactique pour enseigner, même si l'enseignement est toujours réducteur. Mais si on essaye de prédire, de déduire un segment d'un autre, une cardiopathie d'une anomalie préalable, ça, on ne peut pas l'appliquer. Parce qu'il y a trop de phénotypes différents, il y a trop d'exceptions aux règles, si bien qu'en termes de cardiopathie congénitale, l'exception ne confirme pas la règle. Ça veut juste dire qu'il n'y a pas de règle et que chaque patient est unique, chaque cœur est unique, aussi unique que l'empreinte digitale, pour paraphraser cet article. Et donc voilà, on est un peu en échec, là encore, sur la prédiction anatomique. Je vous remercie.